il y a un moment où on cherche un peu son sujet de maths comme on cherche l'âme sœur, quoi. C'est-à-dire on pense qu'il existe, en fait, qu'il existe le sujet qui va être le nôtre, qui va nous plaire, et qu'il faut qu'on le trouve parce que sinon on n'arrivera pas à faire de la recherche, parce que c'est là qu'on va en faire. Puis en fait, c'est tellement vaste les maths que c'est pas, je pense que rationnellement, c'est pas possible que ça soit comme ça. Et donc en fait, il y a une part de hasard, quoi. Bonjour à tous et à toutes. Quelle joie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Tolozan, chercheur au CNRS en poste à l'École normale supérieure de Paris. Nicolas est mon premier invité évoluant dans le domaine des mathématiques fondamentales. Contrairement aux mathématiques appliquées, elles n'ont pas vocation, lorsqu'elles sont pensées, à donner lieu à des applications pratiques, ce qui ne les empêche tout de même pas d'être parfois utilisées pour cela, a posteriori. Le domaine de recherche de Nicolas est la géométrie. Originaire d'Aix, c'est vers les classes préparatoires de Louis le Grand qu'il se dirige après avoir obtenu son bac. L'occasion pour lui de nous confier le décalage qu'il a ressenti à son arrivée en étant originaire d'un lycée de province. Cette époque, dont il garde de très bons souvenirs, l'a conduit à intégrer l'École normale supérieure de Paris, où il a étudié jusqu'en M1. C'est à l'université d'Orsay, où il a effectué son M2, qu'il a alors rencontré son futur directeur de thèse, avec lequel il allait s'intéresser à un certain type de géométrie que l'on appelle pseudo-riemannienne. En effet, dans cet épisode, Nicolas nous explique qu'il y a en fait plusieurs types de géométrie. Celle que l'on apprend au collège, l'historique, dans laquelle vous manipulez les théorèmes de Pythagore et de Thalès, c'est la géométrie euclidienne. Plaçons-nous alors dans le plan euclidien, le mot plan voulant seulement dire que l'on se place en dimension 2, donc typiquement sur une feuille infinie. Visualisez un triangle. Dans ce plan, ce qu'on appelle transformation, c'est, entre autres, les translations, c'est-à-dire je fais glisser mon triangle sur ma feuille, et les rotations, je fais tourner mon triangle sur ma feuille. Ce que nous explique Nicolas, c'est que faire de la géométrie, ce n'est rien d'autre que d'étudier les propriétés du groupe constitué de toutes les transformations. Ainsi, autoriser d'autres transformations nous donne accès à de nouvelles géométries. Un des points que Nicolas a questionné durant sa thèse concerne le pavage de certains espaces. Oui, le pavage. En géométrie euclidienne, cela revient exactement à ce que vous imaginez. On se demande si on peut paver, ou carreler si vous préférez, un espace avec des pavés ayant une forme particulière. C'est ce genre de question qu'il s'est posé, mais dans le cadre de géométrie plus complexe. Dans sa carte blanche, Nicolas nous parle de la théorie de Ratner, qui est constituée de 3 théorèmes qui forment des résultats profonds appartenant au domaine de ce qu'on appelle la dynamique homogène, qu'il nous expliquera. Les maths que Nicolas pratique sont très éloignées des miennes. Je suis complètement sortie de ma zone de confort, mais c'était très agréable. J'ai adoré redécouvrir la géométrie à travers la vision experte de Nicolas, qui en plus agrémentait tout ça de faits historiques. Je n'en dis pas plus et je vous laisse le loisir de découvrir. Bonne écoute! Voilà. Alright! Donc normalement, c'est à peu près bon. Tu t'entends bien dans le... Ouais, je m'entends. Ça marche. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Tolozan, donc chargé de recherche au CNRS, affecté à l'École normale supérieure de Paris, dans l'équipe algèbre et géométrie. Bonjour. Bonjour. D'abord, c'est quoi le nom de ton laboratoire ? Le département de mathématiques et applications. Ah, t'es au DMA. Voilà, au DMA. Ok, donc qui a la particularité d'abriter de l'algèbre et aussi de l'analyse. Vous êtes mélangés, Ouais, il y a 3 équipes. Donc, il y a une équipe algèbre et géométrie, il y a une équipe analyse et une équipe probabilité. Ok, d'accord. Donc, comment on se connaît ? On a eu une intersection pendant notre thèse à Nice. Voilà. Je suis très contente de recevoir Nicolas parce qu'on ne fait pas du tout les mêmes maths. Donc, moi, je suis plutôt de l'analyse. En plus, je fais des maths appliquées. Et Nicolas, lui, fait des maths fondamentales. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, qui connaissent pas un peu l'émission, l'idée, c'est dans un premier temps de revenir sur le parcours de l'invité et donc à l'éclairage de son parcours, de voir comment est-ce que ça peut fonctionner un peu dans le supérieur et comment on peut se retrouver à faire les métiers de la recherche.
Dans un second temps, on passera un peu plus de temps sur ton métier de chercheur actuel. Donc, au détour de ça, bien sûr, on parlera un petit peu de maths. Et puis après, il y aura la partie carte blanche où tu pourras nous parler d'un sujet qui te tient à cœur. Donc, on va commencer en revenant sur ton parcours et on va revenir vraiment au début, au lycée. Donc, j'ai vu que tu as obtenu ton bac en 2005. Et donc, tu as fait, évidemment, je suppose, un bac scientifique. J'ai fait un bac S, ouais. Je faisais maths, physique, bio et je faisais en plus la spécialité maths. D'accord. Et du coup, tu as passé ton bac où ? Parce que j'ai pas trouvé ça sur ton CV. Au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence. Donc, tu es d'Aix. Ouais. Ok, je me posais la question quand j'ai préparé l'émission. Je savais pas si t'étais parisien ou si t'étais... Mais alors, pas du tout. Pas du tout parisien. Je suis arrivé à Paris pour mes études supérieures et ça a été très nouveau pour moi. Donc, bac à Aix. Et donc, à l'époque, quel était ton rapport à la matière, aux maths ? Déjà, faut peut-être que je dise quand même que mes parents sont tous les deux profs. En plus, en fait, en terminale, j'ai eu mon père comme prof de maths au lycée. C'est pas vrai. Ouais. Ça s'est bien passé ? Ça s'est bien passé, c'était assez rigolo. Donc, tu étais dans la classe de ton père, ça c'est pas banal. Le fait d'avoir des parents profs de maths, je pense que faut pas non plus... C'est pas tellement qu'on apprend plus de maths ou avant, c'est surtout que ça dédramatise beaucoup la matière. Les maths sont souvent vécues comme une souffrance par beaucoup de lycéens. Bon, bah, le fait d'avoir ses parents qui sont profs de maths, ça en fait quelque chose de beaucoup plus naturel. Et alors, à l'époque, est-ce que tu savais déjà que tu voulais en faire ton métier ? Pas forcément, mais j'avais envie de continuer, clairement. Je me suis un petit peu posé en terminale la question, est-ce que j'ai envie de faire des études scientifiques ou est-ce que j'ai envie de faire du violoncelle, parce que j'avais un bon niveau en violoncelle. Et je me suis pas beaucoup posé la question. Je me voyais pas du tout arrêter les sciences. Après, entre les maths et la physique, disons que c'était pas forcément tranché pour moi à cette époque. D'accord. Ok. Ah, c'est marrant parce que moi aussi, j'aimais beaucoup maths physique. Et c'est un des trucs que j'aime particulièrement dans ma recherche actuelle, c'est qu'en fait, j'ai un peu des deux. Comme je fais des maths appliquées, derrière, c'est des modèles physiques. Et donc, pour moi, c'est le meilleur des deux mondes, quoi. Mais c'est marrant que toi aussi, t'aies eu cette problématique. Et bon, si tu savais pas déjà forcément que tu voulais en faire ton métier, est-ce que tu étais familier, tu connaissais déjà à cette époque les métiers de la recherche ? Je pense pas que je savais vraiment qu'est-ce que c'est faire de la recherche en mathématiques. Par contre, je savais bien, et mes parents savaient bien pour moi, disons, quelles sont les voies privilégiées pour aller vers la recherche en mathématiques, disons. Ok. J'avais une bonne idée du monde académique et de comment on y rentre, quoi. Ouais. Mais sans forcément te projeter dedans. Me projeter dans la recherche, c'était quand même un peu... Non, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'avant d'en avoir fait... Mes parents ne faisaient pas de recherche, hein, ils étaient profs lycée. Je pense qu'avant avant d'en avoir fait, c'est assez compliqué de comprendre ce que ça veut dire faire de la recherche. Ouais, je suis d'accord. C'est aussi un des objectifs de ce podcast, peut-être un peu ambitieux, mais c'est de donner une idée un petit peu plus précise de ce qu'est notre métier, en quoi ça consiste et concrètement ce qu'on fait, parce que c'est pas forcément imaginable quand on n'a jamais vu ce que c'est. Et donc, lycée, brillamment obtenu, classe préparatoire à Louis le Grand. Oui. Voilà. Va falloir que tu nous racontes. Bon, déjà, avant qu'on parle plus précisément de Louis le Grand, pourquoi les classes prépa et pas une autre voie ? Donc, voilà, quand j'étais très bon en maths, en terminale, et on m'avait bien expliqué que une bonne façon d'aller vers de la recherche en mathématiques ou en physique, un peu la voie royale pour aller en mathématiques, c'est d'entrer dans une école normale supérieure, et que pour entrer dans une école normale supérieure, la voie principale, c'est par le concours d'entrée à la suite de 2 années de classe préparatoire. Dire que c'est la voie royale, ça veut pas forcément dire que c'est la seule voie, mais c'est que c'est vrai que c'est
une voie privilégiée parce que les gens qui sortent de Normal Sup vont principalement irriguer les métiers de la recherche et de l'enseignement. Tout à fait. Donc, il faut pas non plus... on a tendance à penser après que tous les gens qui font de la recherche viennent de Normal Sup. Non, c'est une implication, c'est pas une si vrai que ça. Voilà. Il y a vraiment des profils variés, des gens qui viennent de la fac, il y a des gens qui viennent de l'étranger. C'est quand même plus divers que le cliché qu'on a. Et donc, toi, tu étais déjà bien au fait du système par tes parents. Les classes prépa, tu connaissais... Après, j'étais pas non plus si au courant comparé à d'autres. Je me suis rendu compte justement en arrivant à Louis-le-Grand. Par exemple, entre les différentes prépas, je savais pas bien comment choisir. Au fond, j'avais un peu, ces noms dont on m'avait parlé, on m'avait dit Louis-le-Grand, Henri IV, Sainte-Geneviève, mais c'est privé, donc c'était pas possible. Et puis après, une liste de noms de lycées parisiens dont c'était très difficile de faire la différence. Et donc j'avais beaucoup traîné sur Internet à chercher des classements des différentes prépas. Ah ouais. Je pense que ces classements des prépas sont pas forcément très représentatifs de quoi que ce soit et sont pas la meilleure façon de connaître les prépas. Ça apporte plus d'informations, je pense, d'aller à des journées portes ouvertes, de voir comment ça se passe dans la prépa, de rencontrer les gens, voire de discuter avec des gens qui ont été en prépa, qui eux ont un peu des idées aussi, des différences entre les différences. Mais ça, quand on est en fait lycéen en province, qu'on n'a pas forcément des parents qui ont les moyens ou la possibilité de vous amener à Paris pour aller faire les journées portes ouvertes de Louis-le-Grand, Saint-Louis, Henri IV, tout ça. En fait, j'étais quand même assez ignorant en fait de tout ça. Et donc quand je suis arrivé à Louis-le-Grand, je me suis rendu compte que les gens qui étaient arrivés en majorité étaient plus renseignés que moi. Ils avaient souvent fait les journées portes ouvertes, ils savaient vraiment qu'ils voulaient Louis-le-Grand et pas Henri IV, par exemple. Alors que entre les deux, j'avais aucun recul sur la différence. Ils connaissaient même souvent, donc j'ai découvert en arrivant en prépa l'existence des Olympiades de mathématiques. Donc il y a des clubs de maths un peu partout en France qui sont gérés par une association qui s'appelle Animat, qui entre autres qui permettent à des collégiens, des lycéens de faire plus de maths s'ils ont envie, et qui repèrent un peu des jeunes mathématiciens brillants souvent et qui les forment pour des compétitions mathématiques, d'abord des Olympiades nationales, puis les Olympiades internationales qui sont un peu un truc très prestigieux. C'est assez peu de monde, c'est pas du tout, c'est pareil. Ça serait un cliché de penser que, en fait, les gens qui font de la recherche en maths après, c'est ceux qui ont fait les Olympiades internationales au lycée. Mais, quand on arrive à Louis-le-Grand, il y a un petit groupe de gens qui viennent de ce monde-là. Et je me suis rendu compte, donc moi, je n'en avais jamais entendu parler. Et en fait, non seulement ils étaient là, mais en plus, souvent, ils étaient un peu célèbres. C'est-à-dire que j'arrivais, et il y avait d'autres élèves qui me disaient « Ah ouais, lui, il a eu telle médaille aux Olympiades, lui... » Déjà, au lycée ? Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je me sentais quand même un peu provincial et novice et pas très au fait de tout ce monde-là quand je suis arrivé. Oui, effectivement, ouais. Et alors, c'est marrant parce que, donc, moi aussi, j'ai grandi en province. Et au moment de faire mon choix, donc c'est pareil, classe prépa, mais moi, c'était très clair que je voulais pas quitter Orléans. J'étais pas prête, quoi. Et donc, il y avait une très bonne prépa à Orléans, donc j'ai fait ma prépa à Orléans. Toi, t'as pas eu de soucis à te dire je me lance dans le grand bain, je vais à Paris dès la fin du lycée ? Non, j'avais envie de partir. Next. J'étais très content de partir. Mais c'est vrai que sinon, j'aurais sans doute essayé d'aller au lycée Thiers à Marseille. Mais... Et donc, c'est un point que je voulais aborder, mais t'as commencé quand même déjà, je pense, à en dire un peu quelque chose. Donc, Louis-le-Grand, en prépa mythique, ça fait partie des prépas dont tout le monde connaît au moins le nom. Et donc,
Quelle était l'ambiance entre les gens? Est-ce que c'était compétitif ou est-ce qu'il y avait une solidarité entre les étudiants? Alors, c'était donc pareil, j'avais un peu ce cliché, cette peur que d'entrer dans un truc très compétitif et en fait, j'ai trouvé une ambiance beaucoup plus sympa que ce à quoi je m'attendais, beaucoup moins compétitive. Ça a été, j'ai beaucoup aimé ma prépa. Quand je suis arrivé en prépa, je savais pas du tout ce que je valais, disons. Et donc, j'avais pas trop d'ambition, disons. Et puis, il se trouve que, en fait, je me suis rendu compte que les maths, ça marchait très bien, notamment. Donc, ça a aidé. Et, enfin, voilà, ça a été agréable aussi parce que je pense que j'étais un peu dans les meilleurs de la classe et donc c'était assez valorisant. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde et il y a quand même un peu ce truc. Il y a des profs qui reviennent dessus, mais on classe les copies, par exemple. Donc en général, quand en prépa, quand on nous rend notre devoir, on a une note, mais aussi un classement dans la classe. On n'est pas obligé de. Enfin, le prof rend. Il y avait des profs. Il y a des profs qui faisaient ça. Ça se fait. Normalement, le prof ne rend pas les copies dans l'ordre, et donc le classement sert surtout à se situer. Mais bon, ça reste un truc qui est sans doute pesant quand on n'est pas très bien classé. Sinon, il y avait vraiment pas un esprit de compétition entre les élèves. À la limite, plutôt un esprit un peu grégaire de compétition gentille entre les classes. Et est-ce que t'as trouvé ça difficile? Alors, t'as dit que certes, tu t'en sortais bien, mais est-ce que t'as senti qu'il a fallu quand même que tu montes ton niveau? Qu'il y avait une difficulté par rapport au lycée? Donc par rapport au lycée, clairement, voilà, il y a une différence énorme. Après, c'était aussi un grand plaisir pour moi d'avoir l'impression enfin de découvrir en fait tout ce qu'on pouvait faire en maths. Jusqu'ici, ça va rester un peu vague, mais j'avais l'impression qu'au lycée, les maths qu'on fait, en fait, comme on va jamais se lancer vraiment dans des choses, dans des théories. On ne fait qu'esquisser en fait des théories très générales et ça laissait un peu une impression j'avais un peu l'impression que en fait on pouvait pas faire grand chose avec les maths et voilà, donc il y a ce côté, donc d'un côté effectivement, d'un coup c'est vraiment un autre niveau de mathématiques, on rentre vraiment dans des théories, on va vraiment au fond d'une théorie et on va étudier tous les cas généraux et tout, mais ça donnait aussi ce plaisir en fait de voir enfin toute l'ampleur du monde mathématique et tout ce que les outils mathématiques bien construits permettent d'envisager comme problème et de résoudre comme problème. Donc le contenu était satisfaisant pour voilà. toi, c'était... Et voilà. Après, pour le niveau, en début d'année, il y avait des étudiants qui... En général, ceux qui venaient des grands lycées parisiens, notamment ceux qui étaient déjà en terminale à Louis-le-Grand, il n'y en avait pas beaucoup, c'était eux les premiers de la classe, et puis ensuite le niveau s'homogénéisait en cours d'année. Ok, et du coup, donc, est-ce que... quel concours tu as préparé quand tu étais en prépa? Parce que donc, on l'a déjà dit, mais on va revenir dessus, tu as intégré l'ENS, École Normale Supérieure. Est-ce que tu avais passé d'autres concours? J'avais tout passé. Ouais. Ah, t'avais tout passé quand même, d'accord. Enfin, tout. Pas tout passé, mais j'ai passé l'ENS, enfin les ENS, Polytechnique, Centrale Supélec et Mines-Pont. D'accord, ok. Ces quatre grands concours. Et j'ai changé un peu de point de vue en prépa. Quand je suis rentré, je me disais quand même, j'avais vraiment envie de faire de la recherche. Et donc j'étais un peu persuadé que de toute façon, je faisais 2 ans de prépa et que si j'avais pas une ENS, j'irais à la fac après. Et puis après 2 ans de prépa, à parler des concours, à parler des écoles d'ingénieurs, c'est vrai que je m'étais un peu fait à l'idée que que en fait Centrale, les mines, des choses comme ça, parmi c'était très bien aussi. Parmi les invités, il y a beaucoup de gens qui ont fait des écoles d'ingé. Hein. C'est une vraie passerelle. Oui. En fait, pour faire de la recherche, on peut tout à fait passer par une école d'ingénieur aussi. Et donc, pourquoi pas faire une école d'ingé, mais pas avec en tête d'utiliser le diplôme d'ingé. C'était très clair pour toi. Non, je pense que je me laissais un peu porter par le flow, quoi. J'avais bien aimé la prépa, je voyais que tout le monde, la plupart des gens allaient aller en école d'ingénieur. J'étais pas non plus
voilà, c'est vrai que j'aimais beaucoup les maths. Je pense qu'après, si j'avais fait une école d'ingénieur, en fait, les maths m'auraient manqué, j'aurais eu envie d'en faire plus et je serais revenu vers la recherche. Je connais pas mal de gens, justement, qui ont fait ça. Mais sur le moment, l'ambiance des écoles d'ingénieurs, en tout cas ce qu'on en imagine quand on est en prépa, ça faisait un peu envie. C'est des choses très différentes, mais ça je sais pas, ça avait l'air assez motivant aussi, quoi. Mais c'est marrant parce que donc là, en gros, tu dis que on est au niveau prépa là dans ton parcours et tu dis que c'était plutôt les ENS que tu voulais parce que c'était plutôt la recherche, mais tu savais pas vraiment ce que c'était à ce stade-là la recherche. C'est vrai. Je sais pas. Donc pourquoi Je pensais, en fait, alors peut-être que voilà, je ne savais pas, mais je ne savais pas que je ne savais pas, disons. Ouais, c'est vrai. Très juste. Puis je sais pas, est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on sait pas? Par certains côtés, on sait parce que finalement, faire de la recherche, c'est pas en mathématiques, c'est pas si loin de essayer de résoudre un exercice difficile en prépa. La différence, c'est que l'exercice difficile, il est difficile parce qu'on n'a pas encore tout le recul technique et que le prof qui nous l'a donné, lui, connaît la solution. En recherche, on en est au niveau, on essaie de résoudre des choses dont personne ne connaît la solution. Mais ou même des fois juste formaliser le problème, ce qui est une grosse étape aussi. Bien sûr, ouais. Et bon, il y a tout ça, mais par certains côtés, la recherche en mathématiques, on s'en fait déjà une idée dans son plaisir à chercher des exercices, à chercher à comprendre des questions. Quand j'étais petit, j'avais un peu j'ai fait, de temps en temps, je m'étais posé tout seul un peu des questions de mathématiques, un peu naïves, et j'avais cherché tout seul. Excellent. Un truc, par exemple, que je m'étais posé, qui m'avait beaucoup préoccupé. Tu connais, t'as des enfants, tu connais le jeu du loto pour enfants. Ouais. On pioche des cartes, je sais pas, moi j'avais un loto avec des cartons, sur chaque carton il y avait 6 animaux, et puis chacun son tour, on pioche des cartes une à une, et puis le but c'est de remplir son carton en premier. Et du coup je m'étais posé la question, c'est quoi, sachant, si je sais que maintenant il reste... par exemple, moi, il me reste 3 cases à remplir et toi, il t'en reste qu'une. Mm-hmm. C'est quoi la probabilité que je gagne? T'avais quel âge quand tu t'es posé ces questions-là? 12 ans. Mais en fait, je sais pas, je commençais à avoir un peu cette intuition et quand on y réfléchit un peu, il y a un truc un peu paradoxal, c'est que c'est ça qui poussait à poser cette question. C'est que clairement, toi, t'es plus avancé. Tu te dis, c'est bien, il te manque plus qu'une carte. Donc, en fait, moi, il m'en manque 3, donc ça va être plus dur pour moi. Mais en même temps, comme il t'en manque plus qu'une, à chaque fois que je pioche une carte, j'ai quand même plus de chances de piocher une carte à moi qu'une carte à toi. Et donc, du coup, ça donne envie de savoir comment se compensent ces deux trucs. Et j'avais pas trouvé la réponse. Je l'ai apprise en prépa, justement. Et avec une technique un peu justement moi je voyais pas comment faire autrement que calculer, disons, dire là j'ai telle probabilité de prendre une carte à toi, puis ensuite si j'ai fait ça, donc j'avais noirci une énorme feuille de papier avec un arbre de probabilité. Ouais. Dit, si jamais la première carte c'est toi, si jamais la puis c'était interminable et ça n'aboutissait pas. Bon, en fait il y a une astuce qui est de penser différemment. Un truc tout bête, mais à un moment en prépa, finalement, je découvre qu'un petit argument comme ça, avec un petit changement de point de vue, permet de résoudre une question que je m'étais posée enfant et où je savais pas du tout comment aborder. Ok, donc je comprends mieux pourquoi naturellement quand même tu te projetais plutôt dans la recherche. En fait, t'étais chercheur dans l'âme. Donc l'école normale supérieure que tu intègres après 2 ans de prépa. À nouveau, on change de paysage. Quel était le niveau de difficulté de l'ENS par rapport à la prépa? Puisqu'à chaque fois, on monte en gamme. Est-ce que à l'ENS, tu as monté encore le niveau? Pour le coup, je dirais non. On continue à apprendre des nouvelles maths et tout. C'est un peu plus, on se rapproche un peu plus du fonctionnement de la fac. C'est-à-dire qu'en prépa, on a
un cours de maths de 12 heures par semaine, en gros, plus l'école. Donc essentiellement, le même prof nous apprend toutes les maths. On arrive à l'ENS, il y a un cours d'analyse, un cours d'algèbre, un cours de géométrie différentielle, un cours de probabilité. Chaque prof fait son cours, il faut un peu plus travailler par soi-même pour faire les liens entre les différents cours, remplir les trous, parce que parfois le prof pense que quelqu'un d'autre a fait quelque chose alors que c'est pas le cas. Mais j'ai pas trouvé qu'il y avait un saut de difficulté entre les deux. D'accord. C'est assez cohérent avec... pareil, souvent les gens qui font des écoles d'ingé disent un petit peu la même chose aussi. Il n'y a pas forcément de... Ça veut pas dire que c'est facile, hein, mais que le palier, c'est surtout en prépa où bon, tu dois monter, tu dois muscler ton jeu. Oui. Parce que je dirais surtout par l'intensité du travail, en fait. Alors, ok, tu vois des notions qui sont difficiles aussi, mais j'ai l'impression que c'est l'intensité du travail. La prépa, c'est vraiment... ça prépare quand même à des concours. Et donc, même si, comme je le disais, il y avait une bonne ambiance, il n'y a pas un esprit de rivalité d'élève à élève, ça reste quelque chose qui met ce concours, qui met la pression, qui pousse tout le monde à essayer de donner le maximum en 2 ans. Une fois qu'on a passé ça, et d'ailleurs en prépa, on a toujours un peu ce fantasme quand même que une fois qu'on a passé les concours et une fois qu'on a intégré une école d'ingénieur, une ENS, là ça y est, la vie est belle, tout est cool, on n'a plus du tout ça. Donc on en bave pendant 2 ans, mais après ça sera beaucoup mieux. Et puis après quelques mois, souvent, après les premiers partiels de première année, tout le monde déchante un petit peu en disant oui, en fait quand même. Alors nous, à un moment, ils disaient, enfin, je sais pas, quand on était en prépa, il y avait des centraliens où des gens des mines disaient non, mais maintenant, il paraît qu'à Centrale, vraiment, ils bossent beaucoup. Puis alors les centraliens disaient la même chose. Au fond, en fait, voilà, il faut continuer à travailler. Et on en a un peu marre de faire ça à temps plein, donc on a aussi envie de faire la fête, de faire des clubs, d'organiser des activités. On n'a que 24 heures dans une journée, il faut dormir un petit peu quand même aussi. Accessoirement. Et avec tout ça, c'est pas... voilà, on maintient pas toujours le rythme de travail qu'on avait en prépa. Mais... Et donc, t'en as parlé un petit peu en citant des noms de cours, mais... Quel genre de maths t'as pu étudier quand t'étais à l'ENS si tu veux parler d'un cours, par exemple, particulier qui t'a marqué En première année, c'est assez... donc, il y a plusieurs cours, mais qui, au total, couvrent un peu tous les domaines des maths. J'en ai cité quelques-uns. Une des grandes nouveautés, qui l'est moins maintenant, parce que les programmes ont changé, mais une des grandes nouveautés, c'était les probabilités. La théorie de la mesure. La théorie de la mesure, déjà. Ouais. En prépa, il y avait le théorème de convergence dominée, qui était très utile, et dont on nous expliquait qu'on pouvait pas le prouver avec les outils qu'on avait, qu'il fallait l'intégrale de Lebesgue pour le faire. Il y a la théorie de la mesure, mais surtout, après, il y a vraiment les probabilités, et ça, il y avait pas du tout de probabilité en prépa à mon époque. Mais oui, effectivement, même avec les probas qu'il y a en prépa, je pense que voilà, le formalisme des probas à la Kolmogorov, si je dis pas de bêtises, fondé sur la théorie de la mesure, c'est vraiment un nouveau truc et qui était assez enthousiasmant. Et en plus, j'avais la chance d'avoir Wendelin Werner comme prof, qui est un grand probabiliste. Ok, donc ça fait partie des cours qui enseignait très bien en plus. Enfin, qui t'ont marqué, quoi. Ouais. Ouais, c'est marrant. C'est pareil, moi aussi. Et mais ce qui est fou, c'est que c'est pas du tout le type de maths que tu fais. C'est vrai. Tu cites un cours qui est assez éloigné des maths que tu fais. Voilà. J'ai été marqué aussi par le cours de géométrie différentielle de Pierre Pansu, qui est assez très vivant et assez original, disons. Mais j'avais beaucoup aimé les probas. J'étais pas le seul à beaucoup aimer les probas dans ma promo. J'aimais bien la géométrie aussi. Et à la fin de la première année, on avait des entretiens avec un peu l'équipe enseignante du département. Et j'avais dit, moi, j'aimerais bien, je sais pas, ça existe un peu des probas et de la géométrie. Et Wendelin Werner avait dit, si tu veux faire des probas et de la géométrie, il faut faire de la géométrie.
Je pense que je sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que c'est plus facile de après avoir appris de la géométrie différentielle, d'y intégrer des idées venant des probas, que en ayant fait que des probas, d'apprendre toute la géométrie différentielle. Et est-ce que à ce moment-là, tu savais déjà le type de maths dans lesquels tu voulais faire ta recherche? Non, c'était pas facile. C'est vrai que c'est un truc. Dans toute la scolarité, je passais un peu mon temps, et je pense que c'est le cas de pas mal des gens qui ont un peu cette envie de faire de la recherche, à essayer de se dire qu'est-ce que j'aime comme sujet, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Mais en fait, comme les maths sont quand même très liés et que la saveur d'un sujet varie beaucoup en fait à différents niveaux. J'ai eu des moments où j'étais persuadé que j'aimais pas l'analyse, que j'aimais l'algèbre. Des moments où ça a été l'inverse, en fait, quand on s'est mis à faire de la topologie, en fait, d'un coup, les petits epsilon, j'aimais bien. Inversement, l'algèbre, à un moment, ça devient des trucs très abstraits, il y avait plus rien de visuel, donc ça m'a déplu. Mais en fait, si on passe encore au niveau au-dessus, on fait de la géométrie algébrique. Donc c'est un questionnement qui je pense nous suit pas mal pendant notre scolarité, et où effectivement c'était pas du tout tranché. Et puis je vois maintenant les étudiants de l'ENS en ce moment, c'est pareil, ça les suit aussi. Ils se posent beaucoup cette question-là, mais sauf que en fait, c'est une question, c'est pas facile d'y répondre, et puis en plus c'est pas. Et est-ce qu'il y a vraiment une réponse? En plus, j'ai l'impression que c'est un peu un truc naturel, que ça va se faire naturellement. Tu vas voir où ton chemin va t'amener. Moi, je fais des maths que j'aurais jamais pensé faire. Maintenant, je fais des équations aux dérivées partielles, mais c'est un hasard en fait que je fasse ça, et je suis tombée dessus et j'en suis tombée amoureuse, et c'est ce que je fais maintenant, tu vois. Oui, mais il y a un peu de. C'est bien marrant que tu dises tomber amoureuse, parce que ça me fait un peu penser à. Il y a ce côté-là aussi. Ouais. Il y a un moment où on cherche un peu son sujet de maths comme on cherche l'âme sœur. C'est-à-dire qu'on pense qu'il existe, en fait, qu'il existe le sujet qui va être le nôtre, qui va nous plaire, et qu'il faut qu'on le trouve, parce que sinon on n'arrivera pas à faire de la recherche, parce que c'est là qu'on va en faire. Et donc et puis en fait c'est tellement vaste les maths que c'est pas, je pense que rationnellement c'est pas possible que ça soit comme ça. Et donc en fait il y a une part de hasard, quoi. C'est qu'il y a des moments, tel cours nous plaît, on se met à parler avec tel chercheur, ça nous plaît, on finit par accrocher. À un moment il faut se lancer dans une thèse, dans un sujet de thèse proposé par quelqu'un d'autre et il faut y aller, il faut travailler, il faut construire sa relation à son sujet de thèse, un peu comme on construit une relation amoureuse avec quelqu'un. J'adore le parallèle, ça me va. Ok. Bon, et donc, alors ça s'insère à un moment dans ton parcours. T'as pris une année pour passer l'agrégation, ou alors peut-être tu l'as passé en parallèle d'un master. On l'a préparé vraiment à temps plein sur un semestre. Okay. Mais... Ensuite, ou en parallèle, t'as fait ton master. J'ai vu que c'était officiellement à l'université de Paris-Sud-Orsay. Oui, donc en fait, au DMA, on avait des cours que en première année, donc qui est l'équivalent du L3, et en début de deuxième année, qui est l'équivalent du M1. Et ensuite, on partait faire notre master dans d'autres universités parisiennes. Donc il n'y a pas de M2 Il y a pas. C'est un peu en train de changer. D'accord. Donc du coup, tout ton M2, tu l'as fait à Orsay. Voilà. Les cours, le stage. Et c'était quoi le nom de ton master? Tu te souviens ou pas? Master AG, ouais. Algèbre, arithmétique et géométrie, je pense. D'accord, algèbre, arithmétique et géométrie. Ok, et donc, est-ce que tu as vu une différence entre le fait de suivre les cours à l'ENS et le fait de suivre les cours à la fac? Ou en gros, c'était le même système, il n'y avait pas de changement? Plus on avance, plus on est... moins le cursus est structuré, disons, et plus
il faut travailler par soi-même pour faire le lien entre les différents cours, pour remplir les trous, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est un peu dans la continuité de ça, mais sinon j'ai pas vu une différence profonde. Et donc j'ai vu que pendant ton master, donc en l'année de master, il y a un stage. Alors bon, ça dépend des filières. Selon les filières, c'est un stage en entreprise. Nous, en mathématiques, ça peut être en stage, essentiellement avec un chercheur qui va nous donner un sujet sur lequel on va commencer à réfléchir. Et donc j'ai vu dans ton CV que ton stage était avec Zorin Dumitrescu, qui allait par la suite devenir ton directeur de thèse. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la collaboration est née, comment ça s'est fait ? Il était chargé du TD de géométrie différentielle. Et donc c'est comme ça que je l'ai connu. Et il était donc à Orsay à ce moment-là ? Il était exactement, il était Parce maître que moi je l'ai connu à conférence. Nice. Il était maître de conférence à Orsay. Il faisait le TD du cours de géométrie différentielle, qui est un des gros cours de premier semestre. Et j'étais venu parler, j'aimais bien les maths qu'on faisait, notamment en TD. C'est là où j'ai commencé à cerner un peu ce que j'aimais dans la géométrie et un peu le type de géométrie que j'allais faire. Et donc je suis allé lui parler un peu des maths qu'il faisait et il m'a tout de suite dit « Ah bah si tu veux, je peux te proposer un sujet de M2 et puis voilà le type de maths que je fais. » Et ça ressemblait justement vraiment un peu à... Donc avec, dès le départ, l'idée peut-être de faire une thèse, si le stage était concluant. Voilà, oui. Ça a commencé à Orsay, mais ta thèse, tu l'as fait à Nice, là où on s'est rencontrés. Voilà. Donc, il est passé prof, non, peut-être, entre-temps. Exactement. Donc, il était maître de conf, et l'année où j'ai fait mon M2, il a été recruté prof à l'université de Nice. D'accord. Il m'a proposé d'aller faire ma thèse avec lui à Nice. Il y a pire endroit. Voilà, non, ça me plaisait bien, l'idée de partir de Paris, d'aller à Nice, qui est pas très loin d'Aix, retour dans le sud, machin, ça me manquait un peu. Après, il y a aussi... en fait, à ce moment-là, moi, j'avais décidé de prendre une année sabbatique pour faire de la musicologie. Ah oui, j'ai vu ça sur ton CV. Donc, en fait, j'ai dit d'accord, mais par contre, pas tout de suite, parce que je vais rester 1 an de plus à Paris pour... 2 ans, en fait, même. Donc, je suis resté 2 ans à Paris pour faire de la musicologie, une année sabbatique et une année qui était en fait ma dernière année de scolarité à l'ENS. Au final, je pense que j'ai quand même pas mal bossé pendant cette période-là. J'ai continué à faire un peu des maths, aller dans quelques conférences. Et donc après, quand je suis arrivé à Nice, ça s'est allé assez vite. Donc effectivement, j'ai mis 2 ans et 3 mois à soutenir ma thèse. Oui. Et donc, je fais des échauffements. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, déjà, je vais dire le titre de ta thèse, qui est « Uniformisation des variétés pseudo-riemanniennes localement homogènes ». Et alors, ce que j'aime beaucoup, là, c'est que, honnêtement, je pense que je suis au même niveau que les auditeurs qui vont écouter cet épisode, parce que tu fais des mathématiques fondamentales et tu fais de la catégorie, c'est tu fais de la géométrie différentielle ou algébrique déjà, je sais même pas. De la géométrie. J'aime bien dire que je fais de la géométrie. Effectivement, s'il faut choisir entre géométrie algébrique et géométrie différentielle, je vais dire que je fais de la géométrie différentielle. Maintenant, dans les maths modernes et dans tout ce qui est notamment mathématiques fondamentales, presque tout maintenant est de la géométrie. Peut-être que j'exagère un peu en disant ça. En tout cas, disons que la géométrie, le mot géométrie a quand même infusé dans beaucoup de domaines différents. Donc il y a de la géométrie algébrique, il y a de la théorie géométrique des groupes, il y a de l'analyse géométrique, il y a de la géométrie différentielle. Bon voilà, il y a beaucoup de domaines qui se revendiquent de la géométrie. Il y a la géométrie arithmétique. L'arithmétique est beaucoup étudiée avec les outils de la géométrie algébrique, et donc voilà. Et du coup, c'est assez dur de savoir ce que ça veut dire quand on dit je fais de la géométrie. Donc le type de géométrie que je fais, qui est en partie, disons, c'est étudier en un certain sens des pavages d'espaces homogènes.
Et je trouve que c'est un peu l'héritage moderne vraiment de ce qu'on appelle la géométrie, donc la grande géométrie euclidienne de Pythagore. Et la géométrie qu'on apprenait au collège, je ne sais même pas si c'est encore le cas. Bon, celle qu'on connaît de petit et tout, c'est la célèbre, ce qu'on appelle la géométrie euclidienne, qui remonte au grec. Et pendant très longtemps, jusqu'au début du 19e siècle, disons, c'était ça la géométrie, la seule géométrie. Et puis au 19e siècle, il y a plusieurs idées qui viennent un peu remettre ça en question. D'une part, il y a le développement de la géométrie hyperbolique. Donc il y avait cette réflexion sur dans les postulats d'Euclide, donc les axiomes qui fondent la géométrie euclidienne. Il y en a un, est-ce qu'il peut être déduit des autres? Et il y a les mathématiciens comme Lobachevsky. Donc les axiomes, c'est des règles qu'on se donne au préalable. Ouais. Et à partir desquelles on va réfléchir. Euclide avait vraiment formalisé, quand il a écrit les éléments, il a vraiment construit et démontré tout un tas de théorèmes géométriques en partant de quelques notions qu'on ne peut pas définir mais qu'on considère comme intuitives et de quelques énoncés qu'on ne peut pas démontrer mais qu'on considère comme vrais. Et dans ces 5 énoncés, il y en a un qui est en gros... si je me donne une droite et un point, il y a une unique parallèle à cette droite passant par ce point. C'est longtemps resté une question de est-ce que cet énoncé, il pourrait pas en fait se déduire des autres. Et au 19e siècle, il y a eu Lobachevsky et Bolyai qui se sont posé la question, en fait, essayons de voir si on peut faire de la géométrie en prenant 4 axiomes et puis le 5e, on le remplace par il existe plusieurs droites. Et en fait, ça a donné, ils se sont rendus compte, on pouvait, quoi. Ça restait, au début, c'était pas clair on n'était pas en train de raisonner sur quelque chose qui n'existe pas. Puis, il y a Beltrami qui a donné les premiers modèles de ce qu'on appelle l'espace, ou au moins le plan hyperbolique. D'accord. Et le plan hyperbolique, c'est une géométrie, en un certain sens, dans laquelle les axiomes d'Euclide sont vrais, sauf le dernier, donc par un point, passe plusieurs parallèles à une même droite. J'arrive pas à visualiser, du coup. Alors... tu vois, j'ai mon dessin, je vois ma droite, je vois le point. J'arrive pas à visualiser comment plusieurs droites parallèles peuvent passer par là. Il faut juste se dire que les droites sont pas vraiment des droites. Donc, dans cette géométrie, l'espace, c'est l'intérieur d'un disque. Et les droites, c'est des arcs de cercle orthogonaux au bord. D'accord. Et donc, une fois qu'on voit ça, voilà. Alors après, au début, on peut se dire, oui, mais c'est complètement artificiel de voir les choses comme ça. Et puis, en fait, il se trouve que la géométrie hyperbolique, elle a été très utile par la suite à plein de choses, et on s'est rendu compte qu'elle était même, en fait, par certains côtés, plus riche que la géométrie euclidienne, plus présente dans des domaines très variés. Bon, je peux pas détailler. Mais donc, ça a été un premier questionnement de la géométrie, remise en cause, disons, de la géométrie. Puis, à peu près au même moment, il y a aussi le développement de la géométrie projective qui se fait. Ça, on a fait un peu en agrég. Ouais. Qui remonte mathématiquement, elle est vraiment étudiée qu'au 19e siècle, mais les principes de la géométrie projective, c'est ce qui est à la base de la perspective. Donc les artistes de la Renaissance, d'une certaine façon, connaissaient déjà ça. Et ça consiste un peu à dire que, en gros, on fait de la géométrie du plan euclidien, mais on décide que 2 droites parallèles se coupent à l'infini. Un peu comme les rails d'un train, en fait, quand on les regarde, on les voit, voilà. On rajoute un point à l'infini, qui est l'intersection de 2 droites, et donc ça fait une nouvelle géométrie, mais simplement après, on a des transformations qui permettent d'envoyer l'infini sur une autre droite, et ça permet parfois de simplifier des problèmes. Donc, par exemple, il y a des objets, une hyperbole et une ellipse, c'est la même chose en géométrie projective. Donc, je sais pas si vous voyez. Ouais. C'est dur de faire de la géométrie sans dessin, mais une hyperbole, c'est un truc qui a 2 morceaux, 2 branches qui partent à l'infini. Tu visualises un diabolo et tu le regardes posé à la verticale et tu le coupes comme si tu coupais un gâteau, et dans ta coupe, tu vas récupérer une hyperbole. Voilà, très bien. et il faut un diabolo infini.
diabolo qui part vers les deux sens, mais donc il y a deux branches. Et puis elles partent à l'infini, mais en fait, justement, la branche du haut, elle part à l'infini dans deux directions. La branche du bas, elle part à l'infini dans les mêmes directions. Et en fait, dans l'espace projectif, elles se connectent à l'infini. Et quand on les connecte, ça forme une ellipse. Et puis en fait, il y a des transformations projectives qui vont même envoyer ça sur un cercle. D'accord. Okay. Donc ça permet, la géométrie projective, ça permet de voir des choses qui semblent différentes comme les mêmes. Et du coup, de ramener des démonstrations sur des objets à des démonstrations sur d'autres objets, par exemple. Donc ça, c'est au milieu du 19e siècle, ça développe ces idées-là. Et puis, ça pousse Félix Klein en 1872 dans son célèbre programme d'Erlangen. Donc c'est le programme de recherche qu'il a présenté quand il a obtenu une chaire à l'université d'Erlangen. Et il développe cette idée qu'en fait, donc déjà, il n'y a pas une géométrie, mais il y a des géométries. Il y a la géométrie euclidienne, affine, hyperbolique, projective, et même on pourrait en inventer d'autres. Et qu'une géométrie, c'est surtout l'étude en fait du groupe des transformations en fait. Que ce qui importe, c'est moins l'espace. Donc il y a un espace dans lequel on travaille, qui va être le plan euclidien, le plan affine, le plan hyperbolique, le plan projectif. Là, je dis plan parce que j'imagine. En gros, quand tu dis plan, ça dépend des règles que tu mets dessus pour les distinguer. Ça dépend surtout des règles de transformation que je m'autorise. Donc en géométrie euclidienne, les transformations que je vais m'autoriser, c'est seulement celles qui préservent les distances. Donc qui préservent les distances, les angles, et donc on sait. On étudiait ça de mon temps en terminale. Il y a essentiellement des translations, soit on bouge on bouge notre plan dans une direction, et des rotations. Et après, les rotations, translations, et puis il y a les symétriques. Puis la géométrie affine, on va s'autoriser plus de transformations, on oublie les distances, on veut juste préserver, par exemple, transformation qui préserve les droites, et qui préserve le milieu de deux points. Bon, ça fait, par exemple, en géométrie affine, tous les triangles sont les mêmes. Puis, géométrie projective, on s'autorise encore plus de transformations, disons. Bref. Et donc, Klein développe cette idée que il y a plusieurs géométries et que faire de la géométrie, c'est d'abord étudier les propriétés du groupe de transformation d'un espace qu'on considère. Donc là, j'ai parlé de plan, j'ai imaginé que des trucs de dimension 2. Donc les points sont repérés par deux coordonnées, disons, mais on peut imaginer justement se poser la question de la géométrie de notre espace. L'idée de Klein, elle n'a pas été tout de suite, elle n'a pas eu une réception. Elle a mis du temps, disons, à diffuser dans les mathématiques modernes, mais après il y a un truc qui allait encore un peu dans ce sens-là, c'est l'arrivée de la théorie de la relativité qui justement a remis complètement en cause notre vision de l'espace. En gros, la relativité restreinte, c'est de dire, en fait, on pensait que les transformations naturelles de la physique, c'était les transformations euclidiennes de l'espace et une transformation qui ne change pas le temps, mais qui consiste à passer d'un référentiel fixe à un référentiel qui est en mouvement à vitesse constante. Et puis la théorie de la relativité dit non, en fait, le groupe de transformation de l'espace-temps, c'est pas ça. C'est un groupe qui ressemble un petit peu à ça quand on va à des vitesses faibles, mais qui en fait est différent. C'est le groupe des transformations de Lorentz. Et c'est un groupe qui mélange notamment les directions espace et temps. Et c'est pour ça qu'on peut plus dire il y a l'espace et le temps, mais il y a l'espace-temps. Et puis le temps n'avance pas pareil suivant le référentiel dans lequel on se pose. D'accord. Donc ça reste très vague, mais c'est encore une des idées qui vraiment va dans ce sens de dire, en fait, faire de la géométrie, c'est étudier un espace avec un certain ensemble de transformations autorisées. Et voilà. Et ça, c'est un peu ce que je fais, moi. Dans ma thèse, j'ai surtout étudié des géométries pseudo-riemanniennes. Alors, les géométries riemanniennes, c'est celles, disons, où le groupe va préserver une notion de distance. Et puis ensuite, il y a eu justement l'arrivée de la géométrie lorentzienne avec la théorie de la relativité, où justement on regarde des transformations qui préservent, où en fait on est sur un espace-temps qui a essentiellement une direction temps
et un certain nombre de directions d'espace. Et le groupe de transformation, je vais pas dire précisément, il préserve des notions de longueur dans les directions espace, mais pas dans le temps, et il mélange un peu les deux, et ça amène à ce qu'on appelle les géométries lorentziennes. Et puis il y a encore une généralisation d'un niveau au-dessus, les géométries pseudo-riemanniennes, où c'est un peu la même chose, sauf que maintenant on s'autorise à avoir plusieurs directions temps, parce que pourquoi pas. Et donc ça, c'est des choses que... Donc là, on est en train de raconter ce que tu faisais dans ta thèse. Et ça a évolué ou ce que tu regardes maintenant? Donc après ma thèse, je me suis mis à faire des choses dans plusieurs directions. Mais maintenant, je continue à faire ça. Ouais. Ouais. Je peux encore raconter plein de choses si tu veux. On reviendra sur ça quand on attaquera la partie chercheur, et donc du coup on pourra revenir sur ta recherche actuelle un petit peu plus. Et donc ça c'était ce que tu as fait pendant ta thèse. Ça s'est bien passé. Enfin, je veux dire, t'as pas eu de difficultés particulières parce que chercheur. C'est notre métier maintenant, mais on devient chercheur, je pense, pendant la thèse. C'est la première fois où on est vraiment confronté. Ouais. Et donc, on se rend compte qu'on porte bien notre nom, qu'on cherche. Est-ce qu'on trouve mais il faut une vraie... Voilà, c'est pas toujours... C'est un peu un sacerdoce aussi, des fois. Les moments où on trouve sont pas forcément la majorité du temps. Comment t'as vécu ça? Comment t'es rentré un petit peu concrètement dans le monde de la recherche? Ça s'est plutôt bien passé. Ouais. Il y a vraiment une différence entre le début et la fin de la thèse. C'est qu'en début de thèse, j'avais vraiment un sujet. J'avais cette question. Bon, voilà, mon directeur m'avait dit, tu peux t'intéresser à cette question-là. Et donc, on a un peu l'impression qu'on va devenir monomaniaque de cette question et que si on la résout pas, on va être coincé, on va pas avoir de thèse. Et puis, en fait, en parallèle, on apprend plein de maths. Donc quoi qu'il arrive, on est toujours en train d'apprendre plein de nouvelles choses et tout. Je trouve que c'est à la fin de la thèse qu'on commence à avoir des résultats, on commence à faire des exposés, on se rend compte qu'il y a des gens qui s'intéressent à notre recherche, qui ont envie de discuter avec nous parce qu'on a acquis une certaine expertise dans un domaine et que eux en ont besoin. Et c'est là qu'on s'épanouit vraiment. C'est un point que je trouvais assez valorisant en fait quand... moi j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais c'est vrai que quand tu finis ta thèse, c'est toi l'expert sur ton sujet. Ouais. Il y a personne au monde qui connaît cette problématique mieux que toi. Normalement, si ta thèse se passe bien. C'est quand même hyper effectivement valorisant parce que tu te rends compte qu'il y a des gens qui viennent pour te poser des questions et qui peuvent vraiment apprendre quelque chose de... Ouais. Et donc c'est vraiment le moment où on s'épanouit et on sent que... Mais il faut attendre quand même. C'est pas... Et le début peut être un peu angoissant comme ça. Moi, assez tôt au début, j'ai eu un petit résultat quand même, donc j'étais content. Ça m'a fait quand même un premier article qui donne un peu une base sur laquelle parler, c'est rassurant. Globalement, t'as plutôt bien vécu ta thèse, quoi. Ouais, je peux raconter quand même un truc pour démystifier. À un moment, j'étais super content, je trouvais que j'avais démontré un super résultat. Ouais. Et c'était basé sur un truc complètement faux. Un grand classique. Je pensais qu'un truc était vrai, qui était grossièrement faux, et ça m'avait donné un très joli résultat qui combinait de la théorie de Lie, plein de choses et tout. Et donc j'ai quand même eu un moment, je pense le moment le plus dur dans ma tête, c'est quand je me suis, après être resté, je pense, peut-être un mois persuadé que j'avais un super résultat. Mais au moins tu t'en es rendu compte. Ouais, donc c'est au moment de le rédiger, je pense que je me suis dit, mais ça c'est vrai. Ah mais non, pas du tout. Oui, heureusement, je me suis rendu compte. Mais oui, parce que c'est vrai que c'est une vraie étape. On va revenir dessus quand on parlera du métier de chercheur, mais il y a beaucoup d'étapes différentes. T'as l'étape un peu brouillon, où tu recherches, mais l'étape de rédaction, c'est une vraie étape en elle-même qui, en fait, continue un petit peu à être une étape de recherche aussi, parce que... souvent, quand on rédige, on se rend compte de difficultés qu'on n'avait pas vues. Ouais. Ou au contraire, en fait, on améliore parce qu'on se rend compte que, en posant bien un argument, on se rend compte qu'il a une portée plus grande que ce qu'on penserait. Et ouais. c'est effectivement
c'est une étape importante. Oui, et qui prend beaucoup de temps. En fait, on pourrait se dire, bon, mais c'est bon, j'ai fait les calculs, maintenant j'ai juste à rédiger. Mais non, ça reste en fait une étape de recherche. Et donc, on a bientôt terminé sur ton parcours. Tu as fait un post-doctorat à l'Université du Luxembourg en tant qu'assistant-chercheur. Voilà. C'était le nom titre du poste. Tu n'avais pas d'enseignement ? Si, tu avais des enseignements quand même, d'accord. Et donc, l'année de postdoc, donc les postdoctorats, c'est en gros des CDD de recherche, essentiellement. C'est ce qu'on fait après avoir soutenu, quand on veut continuer dans la recherche, et avant de candidater à des concours pour des postes permanents. Toi, tu es donc CNRS. Est-ce que tu avais candidaté à d'autres types de concours ? J'ai candidaté une première année. Donc, pendant ma première année de postdoc, j'ai candidaté au CNRS. J'ai pas été pris. Et pendant la deuxième année, j'ai candidaté en même temps maître de conférence dans les universités parisiennes. Mais les concours sont un peu après. Et donc, comme j'ai été pris au CNRS, j'ai démissionné des concours maître de conférence. T'as pas été passé. D'accord, ok. Et donc, le concours de CNRS, bon, faut faire un dossier avec un projet de recherche. D'ailleurs, je me souviens que à l'époque, tu te souviens ou pas que je t'avais sollicité, je t'avais demandé oui, c'est vrai. ton projet pour voir, parce qu'en fait quand tu démarres, tu sais pas du tout à quoi ça ressemble. Donc je t'avais demandé à toi, j'avais demandé à une amie en commun qu'on a, Mélisande, j'avais récupéré son projet aussi, et j'avais demandé à une troisième, parce que toi tu fais la géométrie différentielle, Mélisande fait des statistiques, et donc j'avais demandé à une autre collègue qui faisait plus des maths qui ressemblaient à ce que je faisais. Et donc j'avais comme ça 3 modèles de dossiers qui m'avaient vraiment aidé pour structurer ma pensée et pour construire mon projet de recherche. Ouais. Donc le gros effectivement du dossier de candidature, c'est un résumé de ses travaux et un projet de recherche qui doivent être tous les deux assez développés. Et c'est vraiment en grande partie sur ça que le candidat va être jugé, sur sa capacité, enfin sur le recul qu'il va montrer sur son sujet et les perspectives de recherche, à quel point elles sont bien construites, enfin elles sont... Et en fait, bon, ça peut paraître bizarre que je vous ai demandé, alors que vous faites des maths complètement différents, mais c'est que quand tu démarres, tu sais même pas à quoi ça ressemble, un projet de recherche. Donc c'était vraiment utile pour ça, pour savoir ce qu'on attend de nous, quoi. Ah ouais, bah c'est une bonne chose à faire. Et puis même, effectivement, voir 3 domaines différents, ça peut aussi aider à voir quelles sont les différences et donc à avoir une idée de... Bon, voilà, relativiser aussi, enfin, voir aussi qu'il y a plusieurs façons de faire un projet de recherche, il n'y a pas un seul modèle. Et donc, du coup, tu as été recruté. Donc, si tu avais postulé sur maître de conf, ça veut dire que l'enseignement, c'était quand même aussi, parce que c'est la moitié de notre métier, je suis maître de conf, c'est quelque chose qui t'attirait aussi quand même. Oui, j'ai enseigné un peu pendant ma thèse, pendant mon postdoc, et j'aime bien ça. C'est vrai que maintenant que je suis au CNRS et que j'ai ce confort d'enseigner très peu, j'enseigne un peu à Ulm, mais c'est vraiment pas du tout comparable à ce que fait un maître de conf. Et déjà, ça me semble énormément de travail de préparer un cours. Et je me dis que, enfin, voilà, les maîtres de conf ont du mérite de gérer. Enfin, c'est un équilibre pas facile à gérer entre l'enseignement et la recherche. Mais j'étais pas, voilà. J'en étais pas au point de me dire CNRS sinon rien, quoi. Et donc, tu as réussi et tu as obtenu le poste de chargé de recherche et donc tu as été affecté à l'ENS où tu es depuis 2017. Et donc, ça nous amène à cette seconde partie sur son métier de chercheur. Donc, on peut peut-être à nouveau un petit peu parler, donc tu l'as un peu évoqué, de tes thématiques de recherche actuelles. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, donc je vais rester un peu... il y en a plusieurs. Je vais rester un peu sur ce qui est en lien aussi avec ma thèse et ce dont j'ai déjà un peu parlé. Donc les géométries pseudo-riemanniennes plutôt. Revenons-y. Voilà. Et donc j'ai dit un peu tout à l'heure que un truc que j'étudiais, c'était les pavages de géométrie pseudo-riemannienne. C'est un autre point de vue sur les mêmes objets, mais qui va être un peu plus facile à décrire. Donc un pavage,
tu peux penser l'exemple, c'est le plan euclidien, quoi. Dans le plan euclidien, un pavage, c'est je recouvre le plan par des pavés ou des Ça, c'est des facile à carreaux, visualiser. du carrelage, quoi. Ouais. Et, Je t'appellerai si j'ai besoin de toi pour des travaux. il y a des super, il y a des... j'ai un Vas-y. parenthèse. Ouais. Non, j'aimerais bien. Dans mes rêves, disons, je fonde une entreprise de carrelage, mais avec des mathématiciens qui bossent et qui, du coup, font des super jolis carrelages inspirés de concepts mathématiques. Mais écoute, Et notamment, il y a des mathématiciens qui ont fait un parquet de Penrose chez eux. Donc, c'est le pavage de Penrose, c'est un très joli pavage qui est justement pas périodique, donc il n'y a aucune symétrie. Et ils ont découpé des pièces en bois et tout. Il y a un article sur Images des mathématiques qui est magnifique. Enfin, leur parquet a l'air magnifique. J'ai regardé. Voilà, c'était une parenthèse. Donc maintenant, du coup, voilà, on peut se dire pour n'importe quelle géométrie, est-ce que je peux la paver? Donc, est-ce que je peux trouver des formes compactes, disons? Et est-ce que je peux la recouvrir par des formes compactes d'une façon périodique où toutes les formes soient les mêmes, mais bien sûr les mêmes modulo une des transformations autorisées. Oui. Et donc c'est là où ça va dépendre complètement de la géométrie. Ok. Bon, très bien. Donc pour revenir à des choses plus concrètes, plus terre à terre, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier, à quoi ressemblent tes journées concrètement? Qu'est-ce que tu fais? Déjà, donc une journée type, j'emmène mes enfants à l'école. Ensuite, je vais au labo. Ensuite, là, je réponds à des mails parce que j'ai reçu plein de mails et du coup, j'ai plein de choses auxquelles je dois répondre. Je fais des petits trucs du genre... on a souvent plein de petites tâches. Par exemple, référer, c'est pas si petit que ça, mais référer des articles. On va relire des articles d'autres chercheurs et dire s'ils doivent être publiés ou pas. Je vais faire des petites choses. J'attends désespérément l'heure du déjeuner. Ensuite, à midi moins 10, tous les collègues sortent de leur bureau en disant « On va déjeuner !» J'exagère un peu, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de se lancer dans une tâche un peu longue quand on sait que on va aller déjeuner vite. Et puis après déjeuner, donc si j'avais le temps, c'est le moment où j'écrirais des articles, à moins que j'ai rendez-vous avec un collègue pour discuter de maths et pour travailler sur un projet en commun, discuter avec mes étudiants. En fait, je sais pas, les activités sont très variées et au final, si j'avais des journées vides, je les passerais à rédiger mes articles et en fait, je ne trouve pas le temps de rédiger mes articles, donc c'est terrible. Ça se remplit avec beaucoup d'autres choses. Et qu'est-ce que tu dirais qui est la partie de la recherche où tu prends le plus de plaisir, toi? Moi, c'est vraiment de partager des maths avec d'autres chercheurs. J'aime beaucoup collaborer avec d'autres gens, même quand c'est pas spécifiquement pour publier des articles. J'aime beaucoup raconter les maths que je connais à des collègues et apprendre de ce que eux ont à me raconter. Et donc, pour finir cette partie, j'ai vu, en regardant ton CV, que tu fais partie d'un projet de divulgation scientifique qui est le projet Analysis Situs. Analysis Situs. Analysis Situs. Du latin. Il faut le prononcer à la latine. Oui, c'est un projet qui est fini. Ouais. Tu peux nous en dire vraiment très rapidement un mot? Ouais. Donc on était un groupe de 18 ou 19 chercheurs et chercheuses. Et l'idée, c'était on a lu, en fait, le mémoire de Henri Poincaré qui s'appelle l'Analysis Situs. Mm-hmm. Et ses compléments, donc en tout, c'est 250 pages, quelque chose comme ça. Mm-hmm. C'est une œuvre qui est vraiment fondatrice d'une grande partie des mathématiques modernes. Et en fait, donc notamment de c'est essentiellement ce qui fonde toute la topologie algébrique. Et dedans, il invente la notion de groupe fondamental, la notion de homologie d'une variété, il démontre plein de choses, il y a plein de
plein de théorèmes qu'on considère comme postérieurs qui, quand on lit Poincaré, on les voit entre les lignes, quoi. C'est aussi un texte qui est très loin de nous, enfin loin, ça a été écrit en 1895, donc ça fait 130 ans. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, notamment il y a eu des grands changements dans la façon dont on écrit des maths, dans la rigueur et des choses comme ça. Donc c'est vraiment un style très différent qui, avec un regard moderne, manque terriblement de rigueur et a besoin vraiment parfois d'être déchiffré pour comprendre ce qu'il veut dire, quoi. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu ça, on se l'est expliqué, on s'est raconté, on a fait des exposés et ensuite on a fait un site web. Donc il y avait eu d'abord un projet précédent par un peu les mêmes gens, mais j'étais pas là, j'étais pas encore en thèse. Ils avaient fait un projet sur le théorème de Poincaré, Klein et Queubet sur l'uniformisation des surfaces de Riemann, où ils avaient fait un livre. Et puis là, on a voulu faire un truc un peu plus moderne, plus original. Il y a un site où vous pouvez y aller, ça s'appelle Analysitus. Je sais plus si c'est .org, .com ou .cnrs.fr. Bon, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré. Je crois qu'Analysitus, on arrive avant Poincaré. Et sur le site, il y a tout le texte de Poincaré qu'on a retapé, donc découpé en différentes pages. Puis sur chaque page, c'est renvoyé vers une page de commentaires qui retraduit un peu, dit qu'est-ce que Poincaré essaie de faire à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il montre, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'il y a des faiblesses dans l'argument. Et enfin, il y a un cours moderne, enfin quelque chose qui ressemble à un cours moderne de topologie algébrique, mais avec beaucoup d'exemples, avec des images assez, notamment c'est des vidéos qui ont été faites par Joss Lace pour visualiser des objets en dimension 3, des choses très intéressantes. Voilà. C'est assez je pense que c'est un peu un labyrinthe pour se retrouver dans ce site, quoi. C'est pas le meilleur moyen de suivre un cours de topologie algébrique, mais il y a vraiment plein de choses, plein de ressources assez sympas dedans, je pense. Bon, bah super. Ça fait une recommandation cadeau supplémentaire. Ok, bon, bah écoute, je pense que sur la partie recherche, on va s'arrêter là. On a passé pas mal de temps et on a une idée un peu plus concrète. On va passer à la carte blanche. Alors, tu peux me redire de quoi tu voulais parler ? Alors, pour la carte blanche, j'avais envie de parler de la théorie de Ratner. La théorie de Ratner, c'est d'abord 3 théorèmes qui ont été démontrés par Ratner en 1991. Et puis ensuite, plusieurs développements ultérieurs. C'est des théorèmes de ce qu'on appelle la dynamique homogène. Le mot dynamique, c'est un domaine des maths où on étudie précisément l'évolution d'un système selon un principe qui est que l'état à un moment donné, l'état à un moment n+1 dépend uniquement de l'état au moment n. Et même si ça a l'air très simple comme ça, en fait, le comportement l'évolution en temps long du système peut être très complexe. Et notamment, on sait depuis l'époque de Poincaré qu'il y a plein de dynamiques qui sont en fait très chaotiques et dont on n'arrive pas du tout à prévoir le comportement en temps long. Même si on sait en théorie que, en fait, si on connaît la position initiale, on sait comment ça va évoluer. Et en fait, si on connaît la position initiale à peu près, en fait, on sait plus rien parce que très vite, les comportements changent beaucoup. Bon, donc ça, c'est la dynamique. Du coup, la dynamique, c'est un peu ce domaine qui étudie les systèmes dynamiques comme ça. Donc, plutôt les systèmes chaotiques, donc ceux où justement les choses sont dures à prévoir et qui essaient de les prévoir en moyenne en se disant, oui, mais alors du coup, voilà, si je me donne une trajectoire, par exemple, qu'est-ce que je vais visiter dans mon espace quand je pars d'une situation initiale, puis je regarde les étapes successives où je vais me promener. Je sais pas exactement à l'instant N où je serai, mais je peux me demander en moyenne combien de temps je vais passer dans telle zone, ou quels sont les endroits proches tels sont les endroits tels que je vais passer infiniment proche de cet endroit. Homogène, c'est dans un contexte de géométrie homogène, et même si on veut être un petit peu plus précis, les théorèmes de Ratner, c'est dans un cadre, quand je vais le décrire, ça va sembler être un truc très spécifique, c'est qu'on va étudier
l'espace des réseaux de R du plan euclidien, disons, ou de l'espace euclidien, mais pensons au plan. Les réseaux, c'est des grilles. Les réseaux, voilà. Un réseau, ça va être une grille. Bon, l'espace des réseaux, il a une certaine structure, et maintenant, je peux transformer un réseau en un autre en lui appliquant une transformation linéaire. Par exemple, on a des transformations linéaires qui vont... donc, on est dans le plan euclidien, on a 2 axes, quoi, puis il y en a une où je décide que je vais étirer une des directions et contracter l'autre direction. Mhm. Bon, si je m'étais donné un réseau, donc un réseau, on peut y penser comme on se donne pas le quadrillage, on se donne vraiment juste les points du quadrillage, quoi. Ce qui est à l'intersection des lignes. Voilà, exactement. De 2 lignes qui se coupent. Et puis, je le transforme par cette transformation, ça me donne un autre réseau. Mhm. Mais sauf que parfois, peut-être qu'en fait, une certaine transformation, je me rends pas compte, elle va me redonner le même réseau. Oui. Ou peut-être qu'elle va me redonner un réseau proche. Donc en fait, les transformations du plan, les transformations linéaires agissent sur l'espace des réseaux. Et en fait, elles agissent de façon compliquée et chaotique. Donc les théorèmes de Ratner, ils vont dire quelque chose de la dynamique de transformations qui sont typiquement pas comme celles qui dilatent un axe et qui contractent l'autre. Ce qu'on appelle des dynamiques unipotentes. Pour visualiser ce que fait cette transformation, c'est une transformation elle fait glisser les axes horizontaux. Plus je suis haut, plus je translate beaucoup. Ok. Bon, c'est un certain type de dynamique. Okay. Et les théorèmes de Ratner disent que ces dynamiques sont chaotiques, mais pas trop. Le lieu que va visiter un réseau quand j'itère cette transformation, ça va être un lieu qui est assez simple à décrire. Et en plus, si je regarde en moyenne le temps passé dans ce lieu, en un certain endroit, ça va me donner une mesure. Enfin, le temps passé en moyenne est assez simple à décrire aussi. D'accord. Donc c'est une dynamique qui est très différente de celle de dilatation-contraction. Alors, bon, dit comme ça semble un peu un truc technique. Ok, pourquoi cette dynamique-là, pas une autre? Il se trouve qu'en fait, les réseaux, en fait, ils apparaissent dans plein de contextes. Et là, c'est un peu dur à expliquer, mais en fait, c'est des théorèmes hyper profonds. C'est les plus gros théorèmes de dynamique homogène. Enfin, c'est vraiment, voilà, les théorèmes fondamentaux de la dynamique homogène. Et puis ça a en fait des applications, mais pas seulement à ce problème-là, mais ça a des applications en arithmétique, ça a des applications en géométrie. En fait, je voulais aussi raconter un petit peu mon expérience de ces trucs-là. C'est que j'ai appris les théorèmes de Ratner, la théorie de Ratner. À un moment dans ma thèse, j'ai commencé à entendre parler de dynamique homogène. C'était vraiment cette théorie hyper profonde qu'on entend souvent, machin et tout. Et puis un jour, j'ai appris que Ratner, c'était une femme. Et ça, c'est le jour où je me suis rendu compte. Donc Ratner, c'est Marina Ratner, qui est une mathématicienne russe. Par défaut, c'était un homme pour moi. Voilà. Donc c'était le jeu. J'ai gardé le suspense. J'ai honte. Et c'est une grande mathématicienne russe d'origine juive. Elle est née à Moscou en 38 et elle a émigré d'abord en Israël, puis aux États-Unis, je crois un peu parce que les Juifs étaient à certains moments pas très bienvenus en URSS. Elle a fait et donc en fait c'est un peu un contre-exemple à certains clichés sur les maths pour plusieurs raisons. Déjà, voilà, donc c'est une femme qui a fait vraiment parmi les résultats les plus profonds de dynamique. Et moi, c'est vrai que voilà, donc c'est un peu le jour où j'ai compris que Ratner était une femme, je me suis rendu compte que même sans le vouloir, j'avais ce biais implicite que quand on entend parler d'un mathématicien, on imagine un homme, quoi. Mais moi, c'est même pire que ça, parce que donc si je dévoile les coulisses, je demande à chaque fois aux invités de me dire un peu à l'avance sur quoi ils vont faire leur carte blanche. Et donc, tu m'as envoyé un mail et tu m'as dit, je vais parler de Tintin. J'ai pas retenu le nom, mais j'ai vu que c'était une femme. Et quand t'as commencé à parler de ton truc, je me suis dit, il a changé d'avis. Et il fait pas la carte blanche qu'il m'a dit. Donc c'est même pire. Voilà. Et donc, donc voilà, ouais, je pense ça m'a marqué. Bon, c'est une anecdote, quoi. Après, je savais, oui, en fait, Ratner, c'est une femme. Mais ça a quand même marqué parce que c'est une occasion où je me suis rendu compte que, en plus, même si
Enfin, voilà, ça se fait un peu se questionner sur ces a priori et se dire que quand on nous dit oui, on a des biais implicites, machin, c'est pas, ça peut être quelque chose de concret, quoi. C'est pas des théories fumeuses des sociologues pour essayer qu'au fond, on peut croire on peut croire qu'on n'a pas du tout de biais, que on pense que les maths, y a pas de problème au fait qu'il y ait peu de femmes. Et puis en fait, on se rend compte que quand même par défaut, on parle d'un mathématicien, on pense à un homme, au point que en fait ça peut être une femme et on le sache pas, et que même ça partiellement contribue d'une certaine façon à invisibiliser le travail des femmes dans les maths, puisque il y en a peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Et puis parfois, on sait même pas que c'en est, parce qu'on voit les noms des théorèmes et puis on oublie que... J'avais envie de parler d'elle pour mentionner quand même aussi que même si on dit souvent, parfois à juste titre, on peut se trouver que c'est dommage que les maths soient quelque chose d'essentiellement masculin. En fait, c'est parfois aussi simplement parce qu'on oublie que des très grandes mathématiciennes sont des femmes, aussi parce que finalement on oublie un peu les auteurs des théorèmes, quoi. Au bout d'un moment, ça ne devient plus qu'un nom sur un théorème et on ne sait pas qui c'était, pourquoi. Et un autre, un peu plus anecdotique, mais une autre raison pour laquelle elle est un peu loin des clichés, c'est que donc ces grands théorèmes, là j'ai dit c'est 91, donc elle avait 53 ans. On dit souvent que les mathématiques c'est un truc de jeunes, il y a ce mythe ce culte un peu de la médaille Fields qu'on donne avant 40 ans parce que après on est fini, des choses comme ça. Donc elle avait fait des choses très bien, assez quand même pour être recrutée à l'université de Berkeley. Donc voilà. Mais c'est vraiment la théorie de Ratner, c'est un truc qu'elle a développé relativement tardivement dans sa vie. Elle vit toujours Elle est décédée en 2017. 2017, d'accord, ok. Et elle n'a pas eu le prix Abel Elle n'a pas eu le prix Abel, mais je pense que si elle n'était pas décédée, elle aurait... Je pense qu'elle a dû être considérée un peu... Parce que petite mise au point sur les prix, donc en mathématiques, vous savez qu'on n'a pas de... prix Nobel. Alors, il y a plein de légendes urbaines de pourquoi on n'a pas de prix Nobel, je vais pas rentrer là-dedans. Mais donc, l'équivalent chez nous du prix Nobel, c'est la médaille Fields dont on parlait, qui, elle, est donnée tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, on récompense 4 mathématiciens. Et il y a cette particularité qu'il y a une limite d'âge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir la médaille Fields si on a plus de 40 ans, comme tu l'évoquais. Mais... C'est sur ça, d'ailleurs, on peut trouver, notamment sur le site Image des Maths, je pense, des aperçus historiques. Il y a une histoire à cette limite des 40 ans qu'il faut pas tordre. En fait, au début, la médaille Fields avait vocation à récompenser des jeunes chercheurs qui avaient encore leur carrière devant eux. Et la limite a été instaurée pour ne pas récompenser des gens déjà trop bien établis. Et puis maintenant, c'est devenu un peu cette idée que pour être bon en maths, il faut faire ces choses très jeunes. Très vite, ouais. Oui, ça a été un peu... Et donc, il y a aussi un autre prix qui est quand même très prestigieux, c'est le prix Abel, et qui, lui, par contre, se décerne plutôt en fin de carrière. Voilà. Qui se veut un peu l'équivalent du prix Nobel pour les maths. Mais souvent, les gens disent que c'est la médaille Fields qui est l'équivalent du Parce prix que Nobel. Parce que la médaille Fields la médaille Fields est plus connue, elle a plus de retentissement parce qu'elle est plus ancienne. Le prix Abel existe que depuis 2003, je crois. D'accord, ok, effectivement. Mais il y a, en général, oui, voilà, des gens disent ça, puis d'un autre côté, la médaille Fields ressemble vraiment pas au prix Nobel dans la façon dont elle est décernée. C'est tous les 4 ans, c'est machin. Et le prix Abel, on récompense une carrière. Voilà. Donc, on regarde la totalité de la carrière et... Un peu plus comme le prix Nobel. Ouais. Donc c'est pour ça que je te demandais, parce que typiquement... Non, elle ne l'a pas eu. Par contre, Karen Uhlenbeck, il y a une femme qui a eu le prix Nobel. Et Karen Uhlenbeck, c'est aussi, j'ai rencontré aussi ses mathématiques. Et aussi, un jour, en lisant un article, je vois écrit She proved that. Et je dis, Uhlenbeck. Ouais, c'est vrai, je savais là que j'ai compris aussi que c'était une femme, et parce que j'ai vu passer un article avec une photo d'elle. Et donc je me suis dit, ok, c'est une femme. Très bien. Qui a fait aussi des choses hyper profondes et très intéressantes en analyse géométrique, justement. Eh ben super, franchement, top la carte blanche. Et j'aime beaucoup le twist de fin. Ouais, c'était vraiment très très chouette.
Eh bien, écoutez, on est sur la fin de l'émission. Donc, on va terminer avec des recommandations. Est-ce que tu as quelque chose pour les auditeurs que tu leur conseilles d'aller voir, lire ou écouter ? Ouais, alors, j'avais envie de vous recommander 2 films. Ah, qui sont 2 ! Tu es généreux en recommandations aujourd'hui. Hein. Donc, chaque film est une série de petits films de 10-15 minutes sur les maths. Donc, quand je dis film, c'est uniquement en images de synthèse. Ouais. Ça a été fait par Étienne Gis, Aurélien Alvarez et Joss Lace pour tout ce qui est justement les images de synthèse et tout. Et donc, il y en a un premier qui s'appelle Dimension et un deuxième qui s'appelle Chaos. Dimension, c'est une invitation à visualiser la 4e dimension. Et donc, il y a tout un peu, étape par étape, tout ça avec des traits de 10 images. On explique comment, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire dimension 2, dimension 3, dimension 4. Comment est-ce que un être qui vivrait en dimension 2, comment il pourrait se représenter des objets de dimension 3. Donc, comment est-ce qu'en fait on projette quelque chose de dimension 3 sur quelque chose de dimension 2. Il y a pas mal d'illustrations de cartographie, en fait. Et chaos, ça parle justement de dynamique et du fait que la dynamique peut être chaotique et un peu de l'histoire de ça. Et donc voilà, c'est une série de films qui explique un peu, qui introduit un peu la dynamique de façon assez rigolote avec des courses de Lego. Ok, cool. Donc, je mettrai bien sûr les liens dans la description pour aller voir ces 2 films. Merci beaucoup. Ça me donne des choses moi-même à aller regarder. J'irai regarder ça. Moi, comme recommandation, cette fois, je recommande un livre que j'ai là, que je montre à Nicolas en ce moment même, qui est le Beau livre des maths de Pythagore à la 57e dimension. Donc, c'est un livre de Pickover. Et donc, j'ai une passion pour les beaux livres de façon générale. Dans ma bibliothèque, j'aime bien les ouvrages avec des belles couvertures, etc. Celui-là en a une, et qui ont des belles pages en papier brillant, avec des belles illustrations. Et donc là, c'est un livre qui parle de les découvertes majeures mathématiques, avec une présentation chronologique. Ça part de plusieurs millions d'années jusqu'à le temps actuel. Et l'idée, c'est une page sur laquelle on présente le concept, le résultat ou l'objet. Des fois, c'est des objets, tour de Hanoï, Rubik's Cube, etc. Et sur laquelle soit on met le nom de mathématicien s'il est associé à une découverte ou la date. On situe l'objet, ce dont parle cette page, et sur l'autre page, une illustration associée qui peut être une photo ou un portrait du mathématicien ou un destin. Donc c'est très grand public. Si vous êtes des spécialistes, vraiment c'est juste une esquisse du mot avec une première explication qui est très vulgarisée, mais ça peut se consommer en étant un catalogue de problèmes intéressants à aller fouiller par soi-même par la suite. Et pour les gens qui sont curieux, c'est plein de problèmes mathématiques de plein de domaines divers et variés qu'on peut aller regarder, qui sont très abordables, qui sont écrits pour des non-spécialistes. Donc voilà, c'est le Beau livre des maths de Clifford Pickover aux éditions Duno. Voilà, donc écoute, ça conclut l'émission d'aujourd'hui. Je voulais terminer en te demandant, qu'est-ce que tu souhaites accomplir ? Je dirais que j'ai envie d'être un mathématicien avec un rôle important pour la communauté des mathématiques. J'ai pas envie de faire dans mon coin les meilleures maths du monde. J'ai pas envie d'être un chercheur qui travaille dans son coin et qui ne fait que sa recherche. Et j'aime discuter avec d'autres gens et puis j'aime m'investir dans les activités du labo. Voilà. C'est tout ce que je te souhaite alors. Je te remercie beaucoup. C'était très agréable, merci. Plaisir partagé. Et voilà qui termine ce très chouette moment avec Nicolas où j'ai appris énormément de choses. Sur la géométrie et sur moi-même. Comme le fait que j'ai beau être sensibilisée à ces thématiques, je ne suis malheureusement moi-même pas exempte des biais qui nous habitent tous. Et restons positifs, s'en rendre compte est déjà une bonne partie du chemin. Quelques nouvelles sur le podcast avant de vous quitter. Je ferai une pause en janvier
et je serai de retour avec le prochain épisode inédit en février. Restez tout de même à l'écoute, je sortirai quelques extraits des 4 premiers épisodes en attendant et peut-être même quelques inédits. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles pour m'aider avec mes amis les algorithmes. Ça permet de faire monter le podcast dans les classements et ce n'est pas juste une formule quand je dis que ça aide vraiment. C'était un plaisir, à bientôt dans le prochain épisode.